Bonjour tout le monde, il est 11 heures. On va bientôt commencer le webinaire d'aujourd'hui sur la décarbonisation du transport routier des marchandises au Québec. Mon nom est Pierre-Olivier Pinault, je vous remercie de vous être inscrit au webinaire. Ça va nous faire très plaisir de présenter donc ce rapport que Marianne Pedinotti-Castel, qui se joint à nous dans une seconde, Ben Amor et moi-même avons écrit. C'est un rapport qui est placé dans le cadre du doctorat de Marianne Pedinotti-Castel qu'elle fait à l'université Sherbrooke sous la direction de Ben Amor et moi-même. Donc, elle est étudiante au doctorat à l'université de Sherbrooke, à la faculté de génie, et évidemment, elle participe aux travaux de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marianne. Vous pouvez quand même poser vos questions dans le tableau de bord tout au long de sa présentation, qui va durer une 30-35 minutes. Vous pouvez poser vos questions et par la suite, nous répondrons aux questions au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, mais on va répondre aux questions que vous écrirez seulement à la fin. On aura une bonne vingtaine de minutes, voire 30 minutes jusqu'à midi pour répondre aux questions. Donc, je me retire et je laisse la place à Marianne. Marianne, bonne présentation. Ok. Normalement, vous avez bien mon écran. Donc, merci pour la présentation. Donc, comme il l'a dit, moi c'est Marianne Pedinotti-Castel, étudiante au doctorat au laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie durable et éco-conception à l'université de Sherbrooke, donc dirigée par le professeur Ben Amor et co-dirigée par le professeur Pierre-Olivier Pinault. Et c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter les principaux résultats de l'étude qu'on a fait sur la décarbonisation du transport routier des marchandises au Québec. Cette étude, donc, elle est en ligne sur le site de la chaire de gestion du secteur de l'énergie et je pense qu'il y a le lien pour y accéder à la fin de cette présentation. Cette étude, elle a donc été réalisée avec l'aide de l'équipe d'énergie et aussi avec le soutien de Madame Kathleen Vaillancourt sur la partie modélisation. Donc, le modèle qu'on a utilisé pour faire nos scénarios, c'est le modèle MATEM. Donc, MATEM, c'est un modèle TIMES, un modèle d'optimisation et spécifique à l'Amérique du Nord. Et le modèle qu'on a utilisé, donc c'est plus spécifiquement MATEM Québec, donc sur la région du Québec. Déjà, pour commencer, pourquoi on a fait cette étude? Donc, le contexte un peu premier du rapport, c'est qu'au Québec, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2018, il y a 4 secteurs qui ont connu une croissance de leurs émissions et parmi eux, le transport des marchandises qui a connu une croissance de 144,5% donc en 30 ans. Donc, c'est le secteur qui connaît la plus grosse hausse de ces émissions, notamment aussi parce que sa demande augmente énormément. Et donc, dans une optique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est un secteur très important. Donc, l'objectif de cette étude était double dans notre cas. Un premier objectif était donc d'aller explorer la décarbonisation du secteur de transport routier de marchandises avec le modèle MATEM pour être capable de détailler le système énergétique. Et le deuxième objectif de l'étude, c'était aussi de comprendre, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'électrification du transport, donc que ce soit du transport de passagers ou du transport de marchandises, et donc c'était de comprendre qu'est-ce que ça impliquait, par exemple au niveau de tout le système énergétique, si on
de faire une électrification au Québec. Donc ici, dans notre étude, on a fait beaucoup de scénarios. Ici, je ne vais pas tous vous les présenter, je vais vous présenter les scénarios principaux. Donc, encore une fois, si vous voulez aller voir tous les autres scénarios, les analyses de sensibilité et tout, ils sont dans le rapport de la chaire. Donc, ici, on a un premier scénario qui est un scénario de référence, donc notre business as usual scénario. C'est un scénario dans lequel aucune nouvelle mesure de réduction des GES n'est mise en place, autre que celles qui sont déjà mises en place ou qui sont déjà planifiées aujourd'hui, donc notamment toutes les taxes provinciales et fédérales, les plans d'électrification des transports, les règlements sur les carburants renouvelables. Donc ça, c'est pour le scénario de référence. Ensuite, notre second scénario, c'est notre scénario NCP, donc norme sur les combustibles propres, où là, on a voulu étudier donc, les implications de la norme sur les combustibles propres et les implications du règlement sur la quantité minimale de gaz naturel renouvelable devront être livrées par un distributeur. Donc ce scénario-là, c'est le scénario de référence auquel on a ajouté la norme sur les combustibles propres. Ensuite, on a notre scénario GS4. Pourquoi 4? Parce que dans l'étude, on a GS1, 2, 3 avant avec différentes atteintes des cibles de réduction des émissions. Donc ici, notre GS4, c'est notre scénario où le Canada et le Québec sont capables d'atteindre 100% de leur cible de réduction des émissions de GES en 2030 et 90% de leur cible en 2050. Donc, le Québec est capable de réduire ses émissions de 37,5% en 2030 et de 90% de 80% en 2050. Pourquoi 90% et pas 100%? Parce que des contraintes en fait de faisabilité avec le modèle, on n'est pas capable d'atteindre les 100% sans ajouter des options supplémentaires comme séquestration du carbone, etc. Ensuite, on a notre scénario GES4 ELEC. Donc, GES4 ELEC, c'est un scénario qui reprend toutes les contraintes du scénario GES4, mais qui, en plus de ça, force l'électrification du transport des marchandises. Donc, il force la transition à se faire en utilisant des camions tout électriques. Ici, une des limites de notre étude, dont on va parler dès maintenant, c'est qu'on n'a pas modélisé le système à caténaire pour les camions. Donc, nos camions électriques, ça va être les camions proposés par l'Union, donc le Lyon 8, qui est modélisé dans notre étude. Et ensuite, notre dernier scénario, c'est le GES4U, qui donne une idée un peu des analyses de sensibilité qui seraient possibles de développer par la suite. C'est donc le scénario qui reprend les contraintes du scénario GES4, donc là où le Québec atteint ce cycle de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui, en plus de ça, dans lequel on a diminué de 10% le coût des camions hybrides branchables au gaz naturel d'ici 2030, et encore 10% entre 2030 et 2050. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que dans le camionnage lourd, on a plusieurs technologies qui sont en compétition serrée. Et donc, si on change certaines hypothèses de départ, les résultats sont très sensibles à ces changements d'hypothèses-là. Donc, ça, c'était pour les principaux scénarios. Maintenant, je vais vous présenter directement les résultats. Donc, pour les résultats, je vais partir du plus général, d'une émission de gaz à effet de serre, et pour descendre jusqu'au plus particulier du secteur des transports. Donc, le premier résultat qu'on a, c'est l'évolution des émissions de GES au Québec. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que en bleu, le scénario de référence est un scénario où les émissions connaissent une légère hausse entre 2015 et 2050.
En orange, c'est le scénario NCP, donc norme sur les combustibles propres, qui permet d'éviter une certaine quantité d'émissions de gaz à effet de serre, donc de l'ordre de 10 mégatonnes de CO2 équivalent en 2030 et de l'ordre de 17 mégatonnes de CO2 équivalent en 2050. Mais donc, ce scénario-là qui reste quand même assez loin des cibles qu'on s'est fixées avec le Québec et dans les scénarios GES4, GES4 ELEC et GES4U atteignent ces cibles, donc de moins 37,5% en 2030 et de 90% de 80% en 2050. Au niveau des coûts, ce qu'on présente, c'est les coûts totaux, cumulatifs sur le scénario par rapport au scénario de référence. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le scénario GES4 et GES4Q, GES4Q, on a diminué le prix des camions hybrides branchables au gaz naturel de 10%, vont impliquer une augmentation des coûts par rapport au scénario de référence de 10,8%. Tandis que le scénario GES4 et ELEC, où on force une électrification du transport de marchandises, va augmenter les coûts de 22,2% par rapport au scénario de référence. Maintenant, pour la consommation d'énergie finale. Donc ici, ce dont je vous parle, c'est la consommation d'énergie finale dans tous les secteurs du Québec confondus, donc transport, résidentiel, commercial, industriel. Ce qu'on voit, c'est que pour atteindre nos cibles, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a d'une part une grosse électrification de tous les secteurs, une augmentation aussi des bioénergies. Donc ici, bioénergie inclut le gaz naturel renouvelable. Et on a, comme attendu, une diminution des produits pétroliers qui, cependant, ne diminue pas totalement. Parce qu'on atteint, à cause de nos cibles de réduction qui n'impliquent pas une disparition totale des produits pétroliers. Pour la consommation d'énergie finale dans le secteur des transports, donc le graphe de gauche nous montre la consommation d'énergie dans le transport des passagers. Donc, dans ce graphe-là, ce qu'on voit, c'est que naturellement, pour atteindre le cible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, dans le transport des passagers, l'option qui est présentée, c'est l'électrification. Dans le transport des marchandises, donc le graphe de droite, dans le transport des marchandises, on va avoir donc, dans notre scénario GES4 une part d'électrification, une part de bioénergie, n'incluant pas le gaz naturel renouvelable, tandis que dans notre scénario GES4 et ELEC, où on force l'électrification, évidemment, on a une plus grosse part d'électricité et une plus petite part de bioénergie. Et dans le scénario GES4, on a diminué de 10% les coûts des hybrides branchables au gaz naturel. On a une plus grosse part du gaz naturel renouvelable pour l'atteinte de nos cibles. Donc, ces trois scénarios-là nous permettent d'atteindre nos cibles, mais avec un mix énergétique dans le transport des marchandises un peu différent. Au niveau du secteur de l'électricité, le graphe de gauche nous présente la capacité électrique qui va être requise au Québec pour donc répondre à la demande électrique. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on part d'une capacité d'environ 45 gigawatts en 2015. Et donc, pour atteindre nos cibles, il faudrait une augmentation d'environ 5 gigawatts dans les trois scénarios GES4 en 2030, donc à moyen terme. Et ensuite, une augmentation de la capacité électrique ici
pour atteindre, dans le scénario GES4, pour atteindre 96 gigawatts de capacité, 96 aussi gigawatts dans le scénario GES4 coût, et dans le scénario GES4 ELEC, on devrait être capable d'atteindre 107 gigawatts. Mais tout ça comparé au scénario de référence où on est à 67 gigawatts en 2050, donc à long terme. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que dans les scénarios qui nous permettent d'atteindre le cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a besoin, sur le long terme, d'une augmentation d'environ 20 gigawatts de la capacité électrique du Québec au minimum. Et si on regarde à droite la consommation électrique en pétajoules du secteur des transports, pour vous donner une idée, donc 20 pétajoules, c'est 5,5 TWh. On voit qu'on a donc l'électrification des métros et trains auto et camions légers de passagers dans tous les scénarios. Puis évidemment, dans notre scénario où on force l'électrification, on a une grosse partie d'électrification du camionnage lourd de marchandises qui n'existait pas dans les deux autres scénarios GES4 et GES4. Si on regarde maintenant au niveau du secteur de bioénergie, donc à gauche, le graphe de gauche, c'est les bioénergies consommées au Québec dans tous les secteurs confondus. Donc ce qu'on voit, c'est que évidemment ce qui est consommé, c'est beaucoup de biomasse solide au Québec. Puis, dans le scénario de référence et dans le scénario sur la norme sur les conditions propres, et les autres scénarios où on atteint le cible, un développement du gaz naturel renouvelable de première génération et de seconde génération dans le GES4 coût, où on a réduit les coûts des camions branchables au gaz naturel. Puis, dans les trois scénarios où on atteint le cible de réduction des émissions de GES, on a aussi une grosse consommation de diesel Fischer-Tropsch, ainsi que du biodiesel et d'éthanol, et éthanol cellulosique. Donc, dans l'atteinte de nos cibles, on a un gros développement de bioénergie. Si on regarde simplement au niveau du secteur des transports, donc, ce qu'on voit, c'est que le diesel Fischer-Tropsch, l'éthanol cellulosique, le biodiesel, l'éthanol, tout ça, c'est des bioénergies qui vont être consommées dans le secteur, spécifiquement dans le secteur des transports. Tandis que le gaz naturel de première génération, dans les scénarios GES4 et GES4 ELEC, est moins consommé dans le secteur des transports que dans le scénario GES4 coût. Donc, dans notre scénario GES4 coût, on voit que on atteint 25 pétajoules de gaz naturel renouvelable consommés dans notre secteur des transports au Québec. Ensuite, pour finir, je vais vous parler donc des technologies qui sont utilisées dans le secteur des transports. Donc, c'est le modèle à optimiser en choisissant certaines technologies. Et donc, en regardant les parts du marché dans les camions légers, dans les camions moyens et dans les camions lourds. Donc, ici, ce qu'on a, c'est les camions légers sur le graphe de gauche et les camions moyens sur le graphe de droite. Donc, pour les technologies utilisées dans le secteur des camions légers pour satisfaire la demande de transport de marchandises, ce qu'on voit, c'est que déjà dans le scénario de référence, il y a une grosse électrification du camionnage léger. Puis, pour atteindre une cible, en fait, il y a une électrification totale du camionnage léger qui est vraiment réalisable. Ensuite, dans le camionnage moyen, donc le graphe de droite,
les technologies sont plus diversifiées. Donc, à moyen terme, on a un développement des hybrides diesel ainsi que des hybrides branchables diesel, avec une électrification qui commence dans le scénario GES4 et ELEC. Et sur le long terme, donc en 2050, dans le scénario avec la norme sur les combustibles propres, on a un mix d'hybrides avec des hybrides à essence et des hybrides diesel. Et dans les scénarios où on doit atteindre nos cibles de réduction, on a des hybrides branchables au diesel dans le camionnage moyen, ainsi que des véhicules électriques. Et évidemment, dans notre scénario GES4 et ELEC, on a uniquement des véhicules électriques puisque l'électrification est forcée. Si on regarde maintenant les parts de marché des camions lourds, pour satisfaire la demande de transport des marchandises au Québec, donc là aussi, on a une diversification des technologies. Donc, à moyen terme, on a des hybrides branchables au diesel qui pénètrent beaucoup le marché, puis quelques hybrides branchables au gaz naturel, et dans le scénario d'électrification, des électriques qui commencent, donc des camions lourds électriques qui commencent à arriver. À long terme, en 2050, dans le scénario avec la norme sur les combustibles propres, on a uniquement des hybrides branchables au diesel. Dans le scénario GES4, où on atteint nos cibles, on a des hybrides branchables au diesel et un peu d'hybrides branchables au gaz naturel. Mais c'est là où notre scénario GES4 coût devient intéressant parce que si on réduit seulement de 10% le coût de camions branchables au gaz naturel, donc on a une pénétration des hybrides branchables au gaz naturel qui est beaucoup plus importante que dans le scénario GES4. Et donc c'est là où on voit que les incertitudes qu'on peut avoir sur nos hypothèses, donc là par exemple une réduction simplement de 10% des coûts peut changer la tendance des résultats. Et ensuite, pour le scénario GES4 et ELEC, donc ici évidemment on a notre électrification du camionnage lourd. Donc ça c'était pour les principaux résultats du rapport. Ce qu'on en retient, on en retient plusieurs choses. Déjà que les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2030 et 2050 sont possibles à atteindre d'après le modèle NATEM avec une certaine complémentarité des carburants et des technologies. Deuxièmement, l'électrification massive du secteur des transports n'est pas la seule solution qui permet d'atteindre nos cibles de réduction. Et si on évite de forcer une électrification complète, on enlève aussi un poids sur la capacité électrique du Québec. Donc, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce qu'on a bien vu là, c'est qu'il y a une compétition entre plusieurs technologies et qu'il n'y a pas clairement, en tout cas pour le camionnage lourd, pas clairement une technologie qui se dégage des autres pour l'instant, mais qu'on est capable d'avoir des solutions avec une mixité d'approches et un panel de technologies. Donc, ces solutions-là qui privilégient une mixité d'approches, c'est aussi des solutions qui permettraient d'avoir une plus grande flexibilité sur le marché, sans que ce soit plus cher. Et ensuite, dernièrement, ce qu'on a vu avec le scénario GES4 coût, c'est qu'on a une compétition qui est assez serrée entre plusieurs technologies et que réduire les coûts de 10% peut changer la teneur des résultats et donc il est vraiment difficile de choisir entre diesel et gaz naturel à l'heure actuelle, qu'il y a une grande sensibilité au coût des technologies et aussi au coût sur toute la chaîne de production. Donc c'est sûr que dans cette étude, nous on a posé beaucoup d'hypothèses, il y a des incertitudes
qui pourrait être poussé en analyse de sensibilité et qui pourrait permettre d'avoir une vision plus détaillée des résultats. Et on a aussi certaines études, certaines limites qu'on va présenter maintenant. Donc, déjà, comme je l'ai dit au début, on n'a pas inclus dans le camionnage lourd, on n'a pas inclus les camions alimentés par système de caténaire. Ensuite, on n'a aussi pas intégré de transfert modal dans le modèle, alors que sur le long terme, c'est sûr que c'est une option qui pourrait être aussi envisagée avec du transfert modal entre le train et le camion. On a aussi des contraintes logistiques et opérationnelles qui peuvent échapper au modèle NATEM, comme par exemple le temps de recharge et tout, et qui sont comme des contraintes qui peuvent être quand même assez significatives sur la mise en place de certaines solutions. Comme je l'ai dit, on a beaucoup d'incertitudes qui pourraient donner lieu à des analyses de sensibilité. Et ensuite, il y a aussi le fait que dans nos solutions, on a beaucoup de baisses de vente d'essence et de diesel et que cette baisse de vente-là entraînera aussi forcément une réduction des revenus issus des taxes sur les carburants et donc ils vont créer comme un déséquilibre fiscal sur le marché et c'est sûr que ce déséquilibre fiscal-là n'a pas pu être pris en compte par le modèle. Donc voilà pour la présentation de nos principaux résultats. On va pouvoir passer aux questions et si vous avez aussi des questions par la suite, vous pouvez nous contacter par courriel et ici le lien pour le rapport. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. On va pouvoir passer aux questions. Merci Marianne, merci à tous. Alors on a des questions qu'on pouvait attendre avec impatience sur l'hydrogène. On a 3 questions, grosso modo, qui demandent de détailler mieux pourquoi est-ce qu'on n'a pas davantage d'hydrogène dans nos résultats. Alors, la première réponse, et Marianne, tu pourras compléter, mais je vais dire, l'hydrogène est inclus dans les technologies qui sont considérées dans le rapport et dans le modèle. Donc, le modèle NATEM inclut les technologies sur l'hydrogène. Il faut savoir que, et avec les paramètres utilisés dans le modèle NATEM pour optimiser, donc avoir les moindres coûts pour répondre, les moindres coûts d'investissement et d'opération globaux pour tout le système énergétique pour répondre à la demande de transport des passagers ou des transports de marchandises et de tous les autres, et bien, dans le transport des marchandises, les solutions d'hydrogène ne ressortent pas comme étant les solutions qui coûtent le moins cher. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Peut-être 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut savoir que pour produire de l'hydrogène, évidemment, avec les contraintes de gaz à effet de serre qu'on a, il faut beaucoup d'électricité. L'efficacité de la conversion de l'électricité à l'hydrogène, c'est de l'ordre de 75-80%. Donc, et après, dans la pile à combustible, l'efficacité du moteur à hydrogène est de 50%, ce qui donne une efficacité globale de la chaîne de 35%. Ce qui, quand on regarde les coûts d'électrification et donc d'ajout de capacité électrique, rajoute beaucoup de coûts pour pouvoir produire cet hydrogène-là en termes d'électricité nécessaire pour produire le carburant. Et donc, c'est des coûts supplémentaires et donc, étant donné la disponibilité de certains combustibles de biocarburants, eh bien, ça n'est pas ressorti comme étant rentable. Maintenant, c'est sûr que les paramètres qu'on a utilisés dans le modèle, on doit faire des choix et on doit mettre des paramètres là. On a été au meilleur des connaissances qui sont disponibles, qui étaient disponibles lorsqu'on a fait le modèle, mais avec évidemment une capacité limitée à aller chercher tous les paramètres possibles et aussi une capacité limitée à faire toutes les analyses de sensibilité. Comme vous le savez, au niveau de l'hydrogène, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au coût des véhicules, par rapport au coût du système. Comment est-ce qu'on va avoir, combien vont coûter des stations de remplissage de camions hydrogène, combien vont coûter les efforts de transmission de l'hydrogène, de stockage de l'hydrogène. Donc, il y a un ensemble de coûts
qui sont modélisés. Peut-être dans une variante de l'étude, on pourra faire des analyses de sensibilité pour voir quand est-ce que l'hydrogène rentre, à quel coût, mais avec les principaux paramètres qui sont disponibles dans le document, là, Marianne met à l'écran le lien pour aller chercher l'étude. En annexe de l'étude, vous avez les principaux coûts qui sont là. Je ne sais pas si Marianne, tu veux d'autres éléments à rajouter sur la question de l'hydrogène. Non, c'est ça, je pense que tu as bien fait le tour, qu'on a modélisé l'hydrogène dans la limite des données disponibles aujourd'hui. C'est sûr que c'est un secteur qui peut-être reste encore à être développé dans le modèle. Peut-être qu'on peut dire, c'est qu'il y a dans une des questions qui est dit, est-ce que c'est conforme à ce qui s'observe ou s'étudie hors Québec? Ben, aujourd'hui, ça c'est dans la question de Pierre Riva. En fait, c'est très conforme à ce qu'on observe sur Terre. L'hydrogène n'est qu'un stade, pour le camion lourd, n'est qu'un stade de démonstration. Essentiellement, en Alberta, je pense qu'il y a 2 camions hydrogène là, qui sont en démonstration. Évidemment, c'est très étudié parce que c'est une technologie qui est prometteuse et les coûts pourraient diminuer, mais il reste qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors, on ne dit pas qu'il y aura 0 hydrogène en 2050 dans le camion de transport lourd, on dit simplement que avec le modèle qu'on a utilisé, les paramètres du modèle qu'on a utilisé, rien ne sort et jusqu'à un certain point, c'est vraiment parce qu'il y a des coûts importants qui sont liés à ça, notamment en électricité. Parce qu'on voit les ajouts de capacité électrique qui sont nécessaires sans forcer l'électrification des camions lourds. On a déjà beaucoup d'électricité en plus, on passe de 45 gigawatts à 90 gigawatts de capacité en 2050 sans forcer l'électrification des camionnage lourds. Et donc, si on avait de l'hydrogène ou des camions électriques, eh bien, il faudrait encore davantage de capacité électrique au Québec. Et c'est peut-être pas si étonnant que ça que l'hydrogène ne sorte pas dans un contexte où on a déjà énormément de capacité. Doubler la capacité de production d'électricité au Québec d'ici 2050, c'est déjà tout un défi. Si on a un autre 10 gigawatts à rajouter pour produire l'électricité nécessaire à produire l'hydrogène, c'est peut-être beaucoup. Mais encore une fois, ça n'est pas exclu non plus. Une question de Martin Lucier sur est-ce que l'étude prend en compte les émissions de GES attribuables à la fabrication et fin de vie des véhicules, et même si les véhicules sont fabriqués à l'étranger? Marianne, je te laisse répondre à ça. Donc, les émissions sur le cycle de vie des véhicules. Est-ce que l'étude prend en compte les émissions de GES attribuables à la fabrication et fin de vie des véhicules et selon si les véhicules sont fabriqués à l'étranger? Non, on n'a pas effectué d'analyse de cycle de vie c'est vrai que ça pourrait être une analyse qui est intéressante à faire. D'ailleurs, dans le cadre de mon doctorat, après, ça va être une étape d'effectuer une analyse de cycle de vie plus complète sur tous les scénarios. Mais pour l'instant, dans le modèle, ce qu'on prend en compte, c'est le GES attribuable en fait à l'énergie, au type de combustible, au type de fuel consommé et à certains procédés industriels. Mais donc, c'est en dehors des frontières du système d'étudier les GES, par exemple, liés à la fin de vie des véhicules. Une question d'Yves Provencher. Vous semblez très confiant de voir des technologies hybrides émerger. Les technologies hybrides sont très pénalisantes en termes de charge utile. Quels sont les manufacturiers qui y travaillent actuellement? Alors ça, c'est une question un peu technique à laquelle je ne serais pas personnellement en mesure de répondre parfaitement. Peut-être que Marianne pourra répondre. Ma compréhension, c'est qu'au niveau des véhicules électriques, c'est aussi très pénalisant d'avoir des véhicules électriques en ce qui concerne les charges. Et je ne connais pas spécifiquement les manufacturiers qui travaillent sur les véhicules hybrides. Ceci dit, on a au Québec une compagnie FNCO qui
fait des véhicules qui fait une sorte d'hybridation des véhicules. Diesel, c'est beaucoup des véhicules lourds, mais des camions poubelles en ville et qui permet de réduire la consommation de 20 à 30%. Donc, je ne sais pas si Marianne, tu as d'autres éléments pour répondre à cette question de Yves Provencher. Je pense pas que je vais être capable de répondre précisément à quels sont les manufacturiers au Québec. Par contre, nos sources de documentation, on a donc différentes sources, donc c'est sûr qu'on a l'ICCT, on a aussi l'Office international de l'énergie aux États-Unis. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ressasse un peu les technologies qui sont disponibles sur le marché. Je ne connais pas les manufacturiers du Québec, mais on a recensé les technologies disponibles sur le marché pour les modéliser dans le modèle. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question des manufacturiers, mais c'est ça que je peux dire sur la modélisation technique de nos technologies. Et aussi, toutes les... Donc, c'est sûr que c'est des technologies qui sont disponibles et toutes les caractéristiques techniques de ces technologies qu'on a pris. Donc, on a fait aussi des hypothèses là-dessus sur les coûts, l'efficacité, etc. Elles sont disponibles en annexe du rapport. Donc, si vous avez des questions plus techniques, je vous invite aussi à aller voir les différentes hypothèses dans le rapport. Merci Marianne. François Lafortune a une question sur l'évolution des sources de gaz naturel renouvelables. Dans le contexte de l'interdiction de l'enfouissement des matières résiduelles organiques d'ici une couple d'années, quelles sont les sources les plus probables de gaz naturel renouvelable, biométhane provenant des sites d'enfouissement, biométhane issu de la biométhanisation ou autre? Effectivement, bonne question. Il y a les sites, vous les mentionnez, les plus probables, c'est vraiment toute la matière organique qui aujourd'hui n'est pas valorisée complètement. Donc, on a des sources de biométhane à ce niveau-là, des matières résiduelles agricoles aussi. Et ça, et dans la deuxième génération, donc ça peut fournir quelques pourcentages de la consommation de gaz naturel, donc vers le gaz naturel renouvelable. Évidemment, il y a une limite à ces quantités-là. Et après, il faut passer à du gaz naturel de deuxième génération, donc aller vers la biomasse forestière. Et là, on a un plus grand potentiel d'aller chercher du gaz naturel renouvelable. Évidemment, à des coûts supérieurs. Il y a une étude que Énergie avait fait faire par WSP et Deloitte, si ma mémoire est bonne, qui disait qu'à 15 $ le gigajoule, on avait environ 13% de la demande de la demande de gaz naturel qui pourrait être satisfaite avec du gaz naturel renouvelable, essentiellement de première génération, puis qu'après, si on va aller au-delà du 13% de la demande de gaz naturel, et donc il faut payer plus que 15 $ le gigajoule et donc aller vers des technologies de production de gaz naturel renouvelable plus coûteuses. Aujourd'hui, le gigajoule fossile, il est uniquement la molécule, elle est autour de 2 $ le gigajoule. Donc, à 15 $ le gigajoule, c'est beaucoup plus élevé, mais il reste que ça reste abordable. On paye le gigajoule de diesel, par exemple, on le paye autour de 30 $ le gigajoule avec les taxes, incluant les taxes à la pompe. Donc, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. On ne peut pas comparer directement ces différentes sources d'énergie et ces prix, mais ça donne quand même une idée. Marianne, sur cette question, est-ce que tu as d'autres éléments à rajouter? Non, c'est ça. Richard Gagnon pose une excellente question que, à mon avis, notre société devrait se poser davantage. Est-ce que vous avez pensé à évaluer ce qui a causé la hausse de la demande en transport de marchandises? Comprendre pourquoi nous avons à transporter toujours plus de marchandises nous permettrait peut-être de proposer des solutions innovantes indirectes. Par exemple, chercher à réduire à la source le transport des marchandises en s'assurant que les biens transportés soient durables. Alors, c'est une excellente question et donc notre modèle ici, non, on n'a pas été à chercher à transformer la demande. On a simplement pris des projections de demande de transport en croissance un petit peu basées sur la croissance historique de la hausse de la demande de transport de marchandises. Alors,
il faut le noter parce que dans les résultats de l'étude, on a une augmentation du nombre de tonnes kilomètres qui sont transportées dans le secteur des marchandises lourdes. Par contre, on a une diminution dans tous les scénarios, on a une diminution de la quantité d'énergie qui est utilisée par le transport des marchandises. Donc, même dans les scénarios sans contrainte à gaz à effet de serre, on a une augmentation de l'efficacité énergétique du transport des marchandises lourdes, mais on n'a pas une diminution de la quantité de transport de marchandises lourdes. C'est évidemment des scénarios qu'il faut étudier et c'est une limite de l'étude ou en fait c'est certainement une limite de l'étude qu'on n'a pas été changer les mœurs de la société québécoise et occidentale d'avoir toujours plus de marchandises lourdes qui est transportées. Mais ça serait nécessaire d'explorer ces choses-là. C'est évidemment pas quelque chose qui peut se faire dans le cadre du modèle NATEM parce que le modèle NATEM utilise vraiment des demandes dans les différents secteurs. Donc, il faut regarder la demande de transport de marchandises lourdes, demande de transport des personnes. Et donc, par contre, on peut faire des hypothèses sur des réductions de demande dans la demande de transport des marchandises ou des personnes. Marianne, quelque chose à ajouter? Non, je suis d'accord avec toi, Pierre-Olivier, que ce serait des scénarios super intéressants à étudier, de chercher aussi à réduire la demande d'un transport. Donc, oui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait une étude un peu similaire pour le transport des passagers, où là, on a fait un scénario de covoiturage, où justement le covoiturage permet de réduire la demande de véhicules pour des passagers parce qu'on a un taux d'occupation des véhicules beaucoup plus grand. Et donc, quand on fait ça, on s'aperçoit que la réduction des coûts est très importante et que c'est beaucoup plus facile pour tout le système énergétique de décarboniser si on réduit le nombre de véhicules qui sont nécessaires pour transporter le même nombre de passagers. Donc, on a fait ce genre d'analyse pour le secteur du passager. Donc, simplement pour mentionner qu'on a parfaitement conscience à la chaire et dans les travaux de Marianne de ce genre de préoccupation. Et donc, c'est une étude qui est un article qui est soumis à une revue et qui, on l'espère, sera bientôt disponible. Florian Pedroli demande: est-ce qu'une analyse de cycle de vie complète a été réalisée pour l'utilisation des bioénergies, la biomasse nécessaire pour les produire étant une ressource qui est déjà au moins en partie utilisée autrement? La réponse est non. Dans le cadre de cette étude-là, non, on n'a pas fait une analyse de cycle de vie complète. On a, par contre, dans NATEM, il y a des potentiels de biomasse qui sont utilisables à différentes fins. Et donc, ce potentiel-là, il y a une limite maximale au potentiel de biomasse qui peut être utilisé. Et évidemment, encore une fois, comme pour tous les paramètres dans ces modèles-là, paramètres-là peuvent être discutés et peuvent être révisés. Et il pourrait très bien y avoir des biologistes qui nous disent mais là le potentiel est plus élevé que ce qui est en réalité. Donc il ne faut pas prendre les scénarios et les résultats comme étant des choses qui peuvent se réaliser demain matin. Ça donne une idée générale des tendances qui peuvent éventuellement se profiler et des enjeux qu'il faut comprendre quand on regarde de manière systémique l'ensemble du système énergétique. Mais il y a de la place, évidemment, pour davantage d'analyse de cycle de vie pour vraiment comprendre quel est le potentiel de la biomasse au Québec, parce qu'il y a évidemment des enjeux. Mais on sait qu'il y a de l'enfouissement de biomasse aujourd'hui, de matière organique, qui peut être valorisée, qui n'est pas valorisée. Donc, il y a très certainement un potentiel non exploité, ne serait-ce que dans les dépotoirs. Je peux rappeler qu'il y a 4 millions de tonnes de méthane qui s'échappent, 4 millions de tonnes de CO2 équivalent en méthane qui s'échappe des dépotoirs du Québec. Et donc ça, c'est du méthane qui n'est pas valorisé et qui pourrait l'être si on mettait, si ces dépotoirs-là étaient recouverts de membranes pour récupérer le méthane. Des choses, Marianne, à rajouter sur? Non, c'est sûr que l'analyse de cycle de vie, c'est une étape qui va être importante parce que pour l'instant, on a essentiellement des contraintes techniques dans notre modèle et des contraintes technologiques. Et notre contrainte environnementale est uniquement sur les gaz à effet de serre. Donc l'analyse de cycle de vie, dans ce sens-là, elle apportera une plus grande ouverture
comme Florian l'a dit, sur ressources ou écosystème ou santé humaine. Donc, c'est un peu complémentaire. Pardon. Oui, il faut pose la question sur la question des technologies électriques pour les camions lourds n'émerge pas avant 2050. Pourtant, Walmart annonçait qu'elle électrifiera 100% de sa flotte avant 2040 et le CN a acheté 50 camions lourds il y a 2 semaines. Donc, le CN a acheté des camions lourds, ils ont acheté des camions de Lyon Électrique, des camions de classe 8A de Lyon Électrique. Donc, on peut acheter aujourd'hui des camions de classe 8A. Et ces camions de classe 8A, je soupçonne que ce sont les camions que Walmart veut aussi acheter. Parce que là, quand on parle de la flotte de Walmart, il faut savoir que Walmart ne possède pas tous les camions qui approvisionnent les méga supermarchés Walmart. Ce sont des camions de fournisseurs externes qui arrivent avec donc des 18 roues, des camions de classe 8B qui amènent les marchandises dans les Walmart. Et donc, je soupçonne la flotte de Walmart la flotte de camions de Walmart d'être assez limitée, ce qui lui rend possible une annonce telle que celle qu'elle a faite d'électrifier 100% de sa flotte avant 2040. Les camions de Walmart doivent être des petits camions électriques ou des petits camions qui s'électrifient plus facilement. Donc, la limite à laquelle nous avons fait face pour cette étude-là, c'est vraiment la disponibilité de chiffres crédibles pour des camions électriques de classe 8B. Il y a beaucoup de concepts. Tesla, Nikola et d'autres font des prototypes de camions 8B, des camions lourds électriques. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des prix sur ces camions-là et c'est pour ça qu'en l'absence de données fiables sur le prix de ces camions et leur performance, eh bien, on a préféré ne pas les inclure dans nos scénarios. Marianne, n'hésite pas à rajouter par la suite s'il le faut. Richard Gagnon pose la question ou fait le commentaire suivant. Imposer une taxe sur les marchandises non essentielles, les biens de consommation jetables, sortir de la dynamique de recevoir sa marchandise dans les délais toujours plus courts. Cela fait aussi en sorte, je crois, que l'on observe une croissance de la demande énergétique en transport des marchandises. Alors, en fait, si on imposait une taxe sur les marchandises non essentielles, etc., ça ferait diminuer évidemment le transport des marchandises. Donc ça, ce que M. Gagnon propose, c'est évidemment des différentes approches pour réduire la demande de transport des marchandises. Je crois qu'effectivement, c'est des approches qui sont très intéressantes à explorer. C'est certain que le transport des marchandises par camion n'a pas été surtaxé, c'est le moins qu'on puisse dire, au Québec ou en Amérique du Nord ces dernières années. On sait qu'on a les taxes dans tous les pays de l'OCDE, le Québec et le Canada et l'OCDE ont parmi les taxes sur les carburants les plus faibles. Donc, on a très clairement des taxes sur les carburants qu'on peut augmenter et ça favorise le transport de marchandises lourdes quand on a des taxes sur les carburants très faibles. Et ça va faire partie des outils qu'on devra utiliser si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Marie-Lou Gosselin propose une ressource intéressante sur les technologies, donc un site web. Et Thierry Salem nous propose, merci Thierry, là justement, une compagnie sur les technologies hybrides, gaz naturel, électrique, la compagnie Ilion pour les technologies hybrides, gaz naturel, donc un manufacturier de camions hybrides branchables utilisant du gaz naturel. Je vais peut-être rater une ou deux. Non, pardon, vas-y. Non, vas-y Marianne, si tu as des questions. Non, tu parlais encore, j'étais en train de lire la question de Yannick Sternou. Avez-vous fait la distinction dans le rapport des milieux ruraux et urbains? Oui, on a une distinction qui est faite. C'est sûr que quand je dis qui est faite, c'est que tout peut être toujours plus développé là. Mais on a une distinction en fait transport courte distance, transport longue distance. Donc, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec milieux ruraux et urbains? Un peu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pierre-Louis?
Non, simplement que le modèle NATEM prend des demandes agrégées par sous-secteur, mais il n'y a pas une dimension, à l'intérieur du Québec, il n'y a pas de dimension géographique sur les secteurs en tant que tels. Donc, on a, comme disait Marianne, on a une demande pour le transport de marchandises lourdes, plus de courte distance et plus longue distance, mais ce n'est pas explicitement du urbain ou du rural. François Tardif fait un commentaire sur la disponibilité des différents types de fruits qu'on a dans les Walmart de ce monde. Et effectivement, on a une telle variété, un tel choix dont on bénéficie. Des fois même, on ne sait plus quoi choisir. Et ça, évidemment, avoir les ananas, les papayes et les mangues sur nos étalages, ça demande beaucoup de transport parce qu'il faut les faire venir. Et comme on a toujours davantage de choix, eh bien, c'est une des causes de notre sur-utilisation du transport. Guy Hébert a une question ici. Avez-vous tenu compte des systèmes de livraison mis en application dans les centres urbains afin de répondre à la hausse de la livraison des derniers kilomètres générés par le commerce électronique? Je ne crois pas qu'il y a dans les prévisions de la demande, et Marianne, corrige-moi, mais dans les prévisions qui ont été faites sur comment évoluera la demande dans les différents sous-secteurs de transport des marchandises et le courte durée, longue durée, c'est essentiellement des extrapolations linéaires des demandes de l'évolution passée. Donc, il n'y a pas eu d'ajustement fait par rapport à ce que vous suggérez. Et ce qui est une tendance qu'on a connue récemment, mais qui s'est accélérée davantage avec la COVID, beaucoup plus de livraisons de courte durée. Donc, non, je ne crois pas qu'on ait fait d'ajustement. Non, c'est certain qu'on n'a pas fait d'ajustement spécifique par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une croissance qui est plus grande, qui est plus marquée dans les livraisons de courte durée par rapport aux longues durées. Et Marianne, peut-être si tu te rappelles un petit peu comment est-ce que la croissance dans les différents sous-secteurs de transport des marchandises évolue dans le rapport. Je ne sais pas si Catherine est là, par exemple, mais elle serait, je ne sais pas si elle est là, mais elle serait quand même à même de répondre plus précisément à cette question. Non, elle n'est pas là, Catherine. Je pense pas qu'on a tenu compte des systèmes de livraison et tout dans la prévision des demandes. Je ne sais pas exactement comment on fait la prévision de toutes nos demandes dans le modèle. Valérie Grenier-Paquette nous pose la question: sur quelles analyses sont basés vos résultats concernant les véhicules à pile à combustible à hydrogène qui demeurent de faibles projections par rapport à la tendance d'évolution mondiale? Mais le fait qu'on ait peu de véhicules à hydrogène, à pile à combustible dans le secteur des transports des marchandises est basé sur les paramètres qu'on a pris dans le modèle avec les coûts des véhicules. En fait, les coûts des véhicules sont indiqués, là je les ai sous les yeux, pour un véhicule à hydrogène, technologie hydrogène. Le coût d'investissement était utilisé de 550 000 $ en 2020. Et donc, dans l'ordre de grandeur, qui est plus cher que des véhicules hybrides ou électriques. Mais un véhicule, simplement pour vous donner un ordre de grandeur, un véhicule diesel, donc un gros camion lourd classe 8B, c'est 180 000 $ ou plus de 180 000 $. Et donc, pour l'hydrogène, on passe à 450 000 $ ou 550 000 $ si on inclut… donc, ça dépend de la taille des véhicules. Et donc, c'est sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement de l'hydrogène et du coût des véhicules et de leur consommation qu'on a basé les résultats sont basés sur ces paramètres-là. Il faudrait voir dans d'autres études, on n'a pas fait une comparaison de toutes les prévisions de d'autres études qui regardent ce qui se passe à l'extérieur dans d'autres pays. C'est certain que si on met des hypothèses optimistes pour l'hydrogène, eh bien, on va voir l'hydrogène sortir. Tous les modèles où on peut voir de l'hydrogène répondre aux besoins,
ils peuvent faire des hypothèses peut-être plus optimistes. On n'a pas fait la comparaison. Chose certaine, c'est qu'ils ne prennent pas forcément en compte les demandes en électricité qui est nécessaire pour faire l'électrolyse de l'eau pour avoir l'hydrogène. Et ça, c'est quelque chose que le modèle ici, on a des résultats qui pourraient probablement être améliorés, mais je le répète, on a déjà dans nos résultats un doublement de la capacité de production électrique, là, de 45 gigawatts aujourd'hui de capacité de production d'électricité. On est à 90 gigawatts de production d'électricité en 2050, en atteignant largement les objectifs de décarbonisation, essentiellement avec du transport de marchandises lourdes, avec des biocarburants, un mélange de diesel renouvelable et de gaz naturel renouvelable, et un petit peu d'énergie fossile, parce que pour 2050, dans le modèle, on n'atteint pas une décarbonisation complète avec les contraintes actuelles. Et donc là, on est à 90 gigawatts. Si on électrifie davantage le transport des marchandises lourdes, il va falloir davantage de capacité. Et ça pose des enjeux que le modèle ne prend que partiellement en compte. Tous les enjeux sociaux autour de nouveaux parcs éoliens ou de nouvelles centrales hydroélectriques là, ne sont pas pris en compte directement par le modèle. Il y a des coûts supplémentaires de ces capacités de production qui sont pris en compte dans le modèle NATEM, mais les enjeux sociaux ne sont pas pris en compte. Donc, encore une fois, on est tout à fait d'accord qu'au niveau de l'hydrogène, il y a davantage d'exploration sur la sensibilité des résultats à différents prix d'hydrogène. On ne dit pas qu'il n'y aura pas d'hydrogène dans le futur. On dit que avec les résultats qu'on a fait ici, on n'a pas, l'hydrogène ne sort pas. L'objectif, je le répète, de cette étude-là, et Marianne les a mentionnés en début, c'est d'explorer des scénarios de décarbonisation pour le secteur du transport des marchandises, et on obtient des scénarios de décarbonisation qui fonctionnent avec des technologies qui sont déjà largement existantes ou bien plus proches d'être commerciales que certaines technologies électriques qui sont pas ou à hydrogène qui sont pas encore déployables rapidement. Mais il y a évidemment davantage d'éléments à raffiner dans les analyses. Je pense que le flot de questions, c'est Tari. Est-ce qu'il y a, Marianne, tu as un mot de la fin à partager? Non, c'est ça. Non, mais pour revenir sur l'hydrogène, c'est sûr que nous, on a pris des hypothèses qui sont dans le rapport, qui sont des hypothèses techniques sur le coût et l'efficacité pour chaque technologie de transport électrique versus hydrogène. Puis, ce qui se passe, c'est qu'avec ces hypothèses-là, le modèle, qui est un modèle quand même d'optimisation, qui va chercher à prendre l'option toujours la moins chère tant qu'il est capable d'aller chercher cette option-là. Donc, pour l'instant, pour lui, la filière de l'hydrogène, ça va être une filière qui est légèrement plus chère. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'aller chercher en priorité l'électricité sur le camionnage. Et ensuite, quand il sera plus capable, il va aller chercher la filière de l'hydrogène. Donc, c'est ça. Eh bien, Marianne, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous tous de vous être joints à ce webinaire. Il est presque midi, on finit 2 minutes à l'avance. Merci de votre participation. Et je vous invite le 13 octobre à revenir sur un autre webinaire de la chaire où on va vous parler des surplus électriques. C'est en fait une étude très descriptive pour mieux comprendre les surplus électriques au Québec. Le rapport est déjà disponible sur le site de la chaire et vous pouvez vous inscrire si vous voulez pour le 13 octobre prochain à la même heure de 11h à midi avec Christophe Boucher et moi-même qui avons mené cette courte étude sur les surplus électriques pour un peu mieux les comprendre et voir comment est-ce qu'on peut les utiliser de différentes manières. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être ici et à la prochaine. Je vous remercie et bonne journée. Merci.